Donc, bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire aujourd'hui. Webinaire RH qui sera sur la thématique de la sanction, de la faute à la sanction d'un salarié. Il durera environ une demi-heure. Je vais activer vos micros, vous pourrez prendre la parole au fur et à mesure du webinaire. Si vous avez des questions ou des remarques, il faudra bien penser à activer aussi vos micros de votre côté. Sinon, il y a le chat et les questions que vous pouvez poser à l'écrit. On pourra y répondre soit en cours de webinaire, soit à la fin lors d'une séance de questions-réponses. Je me présente, je suis Aurélien Fuchs, responsable marketing et communication pour le groupe Infragest et les entités Ma Solution Paye et RH, Ma Solution Gestion et Project SI pour sa branche infrastructure. L'employeur dispose du pouvoir disciplinaire qui lui permet de sanctionner le salarié de tout comportement qu'il juge fautif. Ce pouvoir ne lui confère toutefois pas une totale liberté. La sanction choisie doit être adaptée à la faute commise et certaines procédures sont à respecter. Avant de sanctionner un salarié, il est évidemment préférable de se poser les bonnes questions et aujourd'hui, on va se les poser en la présence de France Duboissé. Bonjour France. Bonjour, merci Aurélien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis France Duboissé, donc consultant RH, un ancien des RH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP ou autres. Et avec l'équipe de MSRH, MSPRH, j'ai la responsabilité de la hotline sociale associée à notre offre paye pour les entreprises cherchant un soutien et un accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines au quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la démarche de sanction d'un salarié et les pièges à éviter dans ce cadre. Du coup, première question, France, ai-je besoin d'un règlement intérieur? Alors, la base du pouvoir disciplinaire de l'employeur repose avant tout sur sa capacité à valider sa sanction par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Sous ce seuil, c'est le code du travail qui s'applique et il n'est pas obligatoire. Alors, on est quand même sur une période intermédiaire entre les 20 salariés et 50 salariés. 20 salariés, c'était le seuil obligatoire pour avoir un règlement intérieur il y a bientôt 4 ans. Et maintenant, il faut 50. Alors, tout dépend si vous étiez plus de 20 il y a 4 ans et que vous avez décidé de prolonger votre règlement intérieur. Dans ce cas-là, il est toujours valable et vous y êtes toujours astreint. Et sinon, si vous n'avez pas déposé auprès de l'inspection du travail votre règlement intérieur, eh ben, vous êtes sur le régime du Code du travail. Alors, que comporte mon règlement intérieur? Les principes, ça comporte les principes les principes de la vie quotidienne dans la société. C'est-à-dire les droits, les obligations des salariés, le rappel des obligations de santé et de sécurité. Il y a aussi toutes les dispositions relatives au harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste. Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, c'est là où c'est là où on doit nous aujourd'hui aller chercher. Donc tout ce qui est respect des horaires de travail, justification des absences, par exemple, et ainsi que la nature et l'échelle de sanctions que peut prendre l'employeur. C'est-à-dire, c'est là où on inscrit quelles sont les sanctions que je peux infliger à mes salariés, c'est-à-dire l'avertissement, la durée, la mise à pied avec sa durée. Par exemple, c'est vraiment tout à fait par exemple, c'est là que l'on met dans le règlement intérieur quelle est ma limite ma limite maxi de mise à pied en tant que sanction. Les dispositions relatives au respect des procédures disciplinaires, c'est là où on reprend toute la procédure, convocation, entretien préalable, pour le salarié si l'employeur envisage une sanction, évidemment. Les dispositions relatives aux droits de la défense du salarié,
c'est-à-dire tout ce qui concerne l'assistance du salarié lors de la procédure disciplinaire. Donc, comme vous pouvez le constater, l'échelle de sanction est prévue dans le règlement intérieur et à partir de ce moment-là, je l'ai imposée à mes salariés, alors elle s'impose à moi aussi en tant qu'employeur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une faute? On peut s'interroger sur le fait qu'est-ce qu'on appelle une faute. Pour sanctionner, il faut s'entendre sur le terme de faute. La faute, c'est un comportement anormal ou contrevenant à une chose établie. En cela, il faut comprendre qu'il y a faute à partir du moment où le salarié contrevient à des règles établies, par des normes sous-entendues ou naturelles, bien sûr, mais pour certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Alors, évidemment, ce sont des règles qui sont imposées par l'employeur. C'est important de le savoir, c'est parce qu'il est extrêmement il est significatif qu'une faute devient faute que si je suis au courant que c'était une faute, ce que j'ai fait était pas bien, était fautif. Mais si je ne le savais pas, eh bien, on ne peut pas me sanctionner parce que on a oublié de m'informer sur le fait que ce n'était pas un comportement correct et je ne suis donc pas sanctionnable. De plus, par cet acte, le salarié doit avoir porté préjudice à l'entreprise. Alors, c'est un préjudice financier, c'est un préjudice en termes d'image ou en termes d'organisation, mais il y a, face à une faute, il doit y avoir un préjudice. Et peut-être le fait que le salarié mette en danger d'autres personnes, bon là il y a un préjudice, mais auprès de mon salarié, ou auprès de sa personne elle-même, c'est-à-dire que si elle se met en danger, elle fait une faute. Si elle se met en danger sciemment, elle doit être sanctionnée en tant que telle. Cela peut être aussi une absence d'acte, et autrement dit, ne pas avoir fait l'acte attendu. Typiquement, je devais fermer la porte, je ne l'ai pas fermée. En partant, bilan, il y a eu un vol qui s'est effectué ce soir-là. Il y a eu bien un préjudice pour l'entreprise puisque je me suis fait voler des choses et ma faute et la faute du salarié et l'absence d'acte qui était prévu par sa fiche de poste, par son règlement, par une note de service, qui était de dire je ferme la porte en partant. Mais tout de suite, comme vous pouvez le ressentir, si vous sanctionnez cet acte, cela veut dire évidemment que vous êtes en mesure de prouver la réalité de cet acte et de l'inscrire dans le temps. Ces deux éléments sont absolument indispensables. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sanctionner pour un sentiment, vous sanctionnez pour un acte. Le sentiment, c'est que votre sentiment par rapport à votre environnement, votre éducation, tout ce qui vous concerne vous en propre, mais qui ne concernera pas obligatoirement d'autres personnes. Donc, ce sont des actes que vous avez sanctionnés, et donc vous êtes en capacité de prouver que l'acte a bien eu lieu ou n'a pas eu lieu, et vous êtes évidemment capable de prouver qu'il s'est passé à une date bien précise. Donc, du coup, face à cette sanction, face à cette faute, quelles sont les sanctions possibles? Les sanctions possibles dans l'affaire, c'est bon, il y a une palette de sanctions qui n'est pas énorme. Elle s'arrête au blâme ou rappel à l'ordre, qui n'a de valeur que de dire je sais ce que tu as fait, tu dois avoir conscience que cela ne se fait pas et que dans le futur, je te sanctionnerai plus fort. Le blâme n'a pas d'autre valeur que celle-là de dire je sais, je suis au courant, donc je marque mon territoire et je te dis ici, c'est pas comme ça qu'on doit faire. La sanction suivante, c'est l'avertissement. Alors cette sanction marque un peu plus l'esprit, d'autant plus que si vous l'accompagnez d'un entretien préalable à la notification,
Cette sanction qui n'a pas tellement de force, sans l'entretien, en a tout de suite un peu plus. Cette étape est évidemment pas obligatoire du tout, puisque vous n'allez pas changer grand-chose dans son contrat de travail ou dans son salaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de voir la personne avant de la sanctionner. Et elle n'est pas obligatoirement en capacité de se défendre. Mais l'intérêt, c'est qu'elle donne du relief à la sanction, parce que vous avez eu une démarche officielle vis-à-vis du salarié, et qu'en plus, ce salarié a pu s'expliquer. Ensuite, il y a la mise à pied. La mise à pied disciplinaire, à ne pas confondre avec la mise à pied à titre conservatoire. La mise à pied disciplinaire, à partir de cette sanction-là, la procédure globale, c'est-à-dire entretien, notification, donc convocation, entretien, notification, cette procédure globale est obligatoire puisque vous allez à un moment ou à un autre toucher à la rémunération ou au contrat de travail du salarié. Dans le cadre de la mise à pied, qui peut aller grosso modo de 1 à 8 jours, au-delà, j'ai vu des jugements rejeter la mise à pied puisqu'elle a été beaucoup trop forte par rapport à la faute. Au-delà, donc elle peut aller de 1 à 8 jours, et ces 8 jours doivent être, c'est de 2 à 8 jours, doivent être infligés en un seul bloc. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas mettre une personne en mise à pied le mercredi et le jeudi d'une semaine et mercredi et jeudi de l'autre semaine, parce que cela voudrait dire que vous avez sanctionné 2 fois une même faute. Et ça, c'est absolument interdit. Donc, si vous sanctionnez 4 jours, vous sanctionnez du mardi jusqu'au vendredi. Mais vous ne scindez pas votre mise à pied. Autre sanction, la mutation sanction. Cette sanction vise à modifier le contrat de travail du salarié en le changeant soit de service, soit d'établissement ou de société si vous êtes dans un groupe. Vous en avez encore une autre qui est la rétrogradation sanction. Donc, elle vise à modifier le contrat de travail du salarié, là encore, en le changeant soit de catégorie, de coefficient ou de poste, avec la particularité, c'est que cette rétrogradation s'accompagne obligatoirement d'une baisse de salaire et d'un changement de fonction. C'est-à-dire, je ne sanctionne pas en disant tu n'es plus payé 2000 euros, maintenant tu es payé 1800 euros à partir d'aujourd'hui, mais tu gardes les mêmes activités. Ça marche pas. C'est pas ça s'appelle pas une sanction. Tu passes de 2000 à 1800, mais tout ce que tu faisais, tu vas en faire moins et tu vas vous faire autre chose. C'est vraiment une rétrogradation, doit être une rétrogradation dans les actions, dans les fonctions et donc dans le salaire. Enfin, la dernière, évidemment, qui est le licenciement, mais c'est l'ultime, parce que définitif, évidemment. Mais ça fera l'objet d'un autre webinaire si ça vous intéresse. Donc, du coup, est-ce que je peux immédiatement sanctionner mon salarié? Alors, il vient de faire une énorme boulette. Est-ce que je peux tout de suite monter dans mon bureau, lui faire son courrier, lui donner son courrier, et puis voilà, toi, monsieur, tu as perdu. Alors, il est possible de sanctionner sur le champ un salarié dans la mesure où cette sanction n'a aucune influence immédiate ou future sur le contrat de travail, évidemment. Comme on vient de le voir, je pourrais faire ça pour un rappel ou pour un avertissement. Par contre, à mon avis, managérialement parlant, sanctionner à chaud n'a jamais fait progresser les choses. Et le risque d'erreur de votre part, évidemment, et d'incompréhension de la part du salarié est particulièrement important. Je vous regarde quand même par rapport à des sanctions à chaud. Par contre, si la sanction envisagée a une influence donc sur le contrat de travail ou la rémunération,
le salarié doit être en mesure de se défendre. C'est ce que l'on appelle le droit à la défense, inscrit dans le règlement intérieur et la loi, évidemment. De plus, cet entretien et le protocole qui l'entoure donnent un impact plus fort à la sanction. Dans une vue différente, l'entretien peut être une occasion de découvrir aussi des éléments totalement insoupçonnés et inconnus de vous sur la marge de votre entreprise et sur les habitudes internes que vous allez peut-être découvrir. Ça, quand même, l'entretien, il y a un côté exploratoire qui n'est pas inutile de mettre en évidence parce que des fois, une entreprise, c'est un petit peu grand, on connaît pas toutes les petites habitudes qui se passent en loose-day dans l'entreprise et des fois, c'est assez instructif d'apprendre des petites choses comme ça. Ça m'est arrivé sur un cas tout à fait particulier dans une boîte de nettoyage où on avait intercepté un traficotage de papier à recycler. Bon, donc ça, on n'était absolument pas au courant. On a pu remarquer que nos salariés passaient leur samedi matin à enlever les agrafes des papiers pour pouvoir les revendre. Donc on a sanctionné parce qu'on a pu découvrir, sauf que pendant l'entretien, on a aussi appris que c'était sous couvert du client. Et là, subitement, tout a changé. Pas besoin de vous dire, c'était plus la même chose. Enfin, la procédure donne du temps au temps et elle permet de ne pas décider dans l'urgence. C'est important. C'est important parce que la procédure permet de pouvoir écouter deux versions. C'est-à-dire, vous avez la version d'un côté, celui de votre supérieur, du supérieur hiérarchique, qui vient vous dire machin, il a fait ça et c'est pas normal. Et vous avez la version du salarié qui vous explique pourquoi il en est arrivé à ça ou pourquoi il a fait de telle manière. Et cela vous donne tous les éléments nécessaires pour prendre une bonne décision. Enfin, elle permet d'approfondir l'enquête et cela peut arriver à aboutir à délier aussi quelques langues entre le moment où vous convoquez la personne et le moment où vous la voyez. C'est particulièrement intéressant par moment, pas toujours. Ensuite, quelle procédure? Donc, on a donc une faute, on a décidé de sanctionner. Enfin, on a l'intention de sanctionner. Maintenant, quelle procédure je vais appliquer? Est-ce qu'il y a une procédure particulière? La procédure de sanction répond à des règles qui sont, si elles ne sont pas suivies, en capacité de faire annuler l'ensemble de la procédure. C'est extrêmement important de suivre la procédure telle qu'elle est définie. Tout d'abord, une faute se sanctionne dans les 2 mois qui suivent la faute. Bon, vu comme ça, c'est pas insolvable, hein, hormis d'être très très peu vigilant et avoir une certaine tendance à dire je vais le faire demain. Mais 2 mois, ça laisse un peu de temps. Sauf si vous admettez qu'un salarié peut être malade entre les faits et la sanction, et là tout se complique, puisque vous allez être coincé par l'arrêt maladie. Alors, le premier conseil est d'acter la chose. Vous savez qu'il est en maladie, mais vous allez quand même faire votre convocation à l'entretien au terme du premier arrêt. Comme ça, vous prenez acte du fait que à telle date, vous avez démarré la procédure et que cette procédure est bien rentrée dans les 2 mois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je sais, c'est un peu lourd, mais ça permet quand même de se protéger. Ensuite, la procédure démarre par une convocation, faite soit en recommandé, avec accusé de réception, pour acter les dates, soit remis en main propre, avec toutes les précautions d'usage qui sont, je fais signer un double de ma convocation avec est reçu
est reçu de la part de la société ou de monsieur machin, ma convocation à l'entretien du telle date, et je signe, je me remets ma date du jour et je fais signer le salarié. Vous devez être de toute façon en mesure de justifier que la convocation est bien parvenue au salarié. Alors, parvenu, ça, c'est l'accusé de réception. Après, qu'il l'ait lu, qu'il ne l'ait pas lu, c'est pas votre problème. Enfin, et dans l'accusé de réception, il peut y avoir deux réceptions. Soit je prends le courrier et je le signe, soit je reçois un avis comme quoi on a un courrier à sa disposition au bureau de poste parce que j'étais pas présent le jour de la remise du recommandé. Ça vous permet de justifier de la convocation du salarié. Cette convocation précise qu'il est convoqué à une sanction. Si c'est pour aboutir à un licenciement, il faut le dire tout de suite. Il est nécessaire alors là de préciser, vous êtes convoqué à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous mettez ensuite le lieu, la date, l'heure du rendez-vous, la personne rencontrée, évidemment, et la possibilité de se faire accompagner, puisque l'on verra dans le prochain slide. Ces points sont extrêmement importants, mais vous avez bien noté que l'on met ici l'objet du courrier, c'est la convocation à un entretien à sanction. On ne met pas dans ce courrier le pourquoi il est sanctionné, le pourquoi il est convoqué, pardon. On met simplement, il est convoqué à sanction, alors sanction simple ou sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, à tel endroit, à telle date, à telle heure, avec telle personne, et qu'il ait la possibilité de se faire accompagner. C'est tout. Ensuite, l'entretien se déroule à l'heure évidemment prévue, avec les personnes prévues. Il est essentiel à ce moment-là de respecter l'équilibre des parties. Surtout, ne jamais être plus nombreux que la partie salariée, évidemment. Donc, on est bien 1 contre 1 ou 1 contre 2, mais 2, c'est le salarié, mais jamais un salarié et 2 personnes face à lui. Ce n'est pas un tribunal, c'est un entretien à sanction. Ensuite, une fois cet entretien, vous avez ensuite 48 heures après, vous devez notifier votre sanction. Et là, vous avez entre 48 heures et 1 mois pour le faire. Au-delà, vous ne pouvez plus notifier votre sanction et elle est perdue, l'ensemble de la procédure est perdue. Donc, vous pouvez faire une sanction écrite, vous devez faire une sanction écrite qui peut être envoyée soit en accusé de réception, comme on l'a vu avec un AR, c'est pour le licenciement, c'est absolument obligatoire, soit en remise en main propre pour tout ce qui n'est toutes ces sanctions autres que licenciement. La notification elle-même reprend la procédure, les griefs, ce sont les faits très précis, les préjudices subis et la sanction décidée. Et en cas de licenciement, évidemment, ne pas oublier le paragraphe sur les demandes de précision, tel qu'on le verra un petit peu plus loin. Puisqu'il a 15 jours pour demander des précisions sur la sanction qui lui est infligée et vous avez 15 jours pour lui répondre. Donc le calendrier il est simple, il y a les faits, vous avez 2 mois pour convoquer la personne, vous lancez votre convocation, vous pouvez pas avoir l'entretien moins de 5 jours ouvrables après le premier jour suivant la convocation, donc en gros c'est 7 jours, hein, puisqu'il y a toujours des week-ends au milieu, quel que soit le jour de départ. Donc 7 jours après, 7 jours calendaires ou 5 jours ouvrables après, se passe l'entretien. Ça c'est un minima absolu. Vous ne pouvez pas descendre en dessous. Et après l'entretien,
on compte 2 jours ouvrables, même si c'est 24 heures, on compte 2 jours ouvrables parce que c'est le lendemain, on commence à compter 24 heures ouvrées et grosso modo 2 jours ouvrables, jusqu'à 1 mois pour notifier. Respectez bien les délais parce que cela peut vous coûter extrêmement cher si vous ne les respectez pas. Hans, Aussi, bon, comme on Hans, a pardon. vu, oui. Je m'interrogeais si la procédure était la même pour le secteur privé et le secteur public. Au secteur public, déjà la sanction dans le secteur public, c'est qu'on a à moitié tué l'ensemble du bureau. Je peux pas vous répondre comme ça sur le public. Ça va dépendre des sanctions, ça va dépendre de toute la procédure que vous avez décidé de mettre en place. Ça va dépendre de tellement de choses que il est compliqué de vous répondre de cette manière, là directement. Là, je peux D'accord. pas. Là, Je c'est peux plus pas vous secteur répondre. privé. Ce que tu nous as annoncé pour le Donc, secteur privé. qui peut accompagner le salarié ou qui peut m'accompagner moi, patron? Pour sa meilleure défense, le salarié peut se faire accompagner d'un salarié de l'entreprise, de son choix, évidemment sous condition du volontariat de l'accompagnant. Il ne peut pas le forcer à venir quand même. En cas de licenciement envisagé, et si il n'y a pas de CSE, de comité social et économique dans l'entreprise, le salarié peut se faire accompagner par un conseiller du salarié, faisant partie de la liste officielle des conseillers du salarié qui a été déterminée par le préfet. Cette liste, elle est consultable en mairie ou à l'inspection du travail. Donc pour cela, il faut, comme on a vu dans la convocation, on a vu que qu'on pouvait se faire accompagner par une personne de l'entreprise. Cet accompagnement, il faut préciser, donc dans la convocation, il faut préciser que si c'est dans le cadre d'un licenciement, que la liste est consultable à la mairie en donnant l'adresse de la mairie de votre entreprise, ou si c'est le même département de la mairie du salarié. Et de toute façon, vous mettez aussi l'adresse de l'inspection du travail où il peut aller consulter ça. Et si vous êtes dans un jour de courage absolu, vous pouvez même mettre l'adresse mail, l'adresse l'adresse HTTP de l'inspection du travail, où vous avez obligatoirement dedans la liste officielle des accompagnateurs salariés. Alors, il peut venir seul, il peut évidemment venir seul. Il peut venir seul s'il le veut, c'est-à-dire sans accompagnateur, comme il peut ne pas se présenter à votre entretien. Ça, ce n'est pas votre problème. Je dirais, c'est votre seul problème, c'est de savoir est-ce que j'ai convoqué, est-ce que j'ai tout fait pour que l'entretien ait lieu. Il n'a pas lieu, c'est lui qui le décide qu'il n'ait pas lieu. Donc, ma procédure suit son cours, comme d'habitude, tout de même. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que vous dites là, mais prenez le cas d'un licenciement pour abandon de poste. Il y a à peu près 99,9% de chances qu'il ne soit pas présent à l'entretien. Sans ça, ça serait assez bizarre qu'il vienne, s'il ne vient pas bosser, qu'il vienne à votre entretien. Donc, lui, il peut se faire accompagner, donc soit par une personne comme on a dit, une personne de l'entreprise, ou une personne de l'extérieur dans le cadre d'un licenciement, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de CSE, pardon, dans l'entreprise, et uniquement s'il n'y a pas de CSE, je le rappelle. Et moi, quelqu'un peut m'accompagner? Bah, oui. Oui, je peux même être accompagné par un conseiller syndical. Non, pas celui de la CGT, non. Celui de votre syndicat patronal, qui peut être là, ou d'une personne
d'une autre personne de l'entreprise avec évidemment un intérêt pour l'entretien. Sauf que je mettrai là quelques bémols parce que il est quand même nécessaire de s'interroger sur l'intérêt d'un tel accompagnement. Est-ce que pour écouter quelqu'un donner des explications sur un fait, vous avez besoin de vous faire accompagner? La deuxième question, quel va être le rôle de la personne qui va vous accompagner? Quel va être son rôle? Si c'est dire oh non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je pense que vous êtes, vous, en capacité de dire je ne suis pas sûr que ça soit passé. On ne va pas relater exactement les mêmes faits, mais si tu dis je prends note, moi ça ne me gêne pas, mais c'est moi qui prendrai ma décision de toute façon. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir maîtriser son discours? C'est-à-dire, est-ce que c'est sûr que la personne qui vous accompagnera viendra pas contrecarrer votre discours à vous, viendra pas dire des choses qui ne sont absolument pas à dire et ne viendra pas mettre le bras dans l'entretien et faire en sorte que ça se passe très mal. Est-ce que vous avez réellement besoin d'une aide pour écouter une personne qui vient s'expliquer sur des griefs que vous connaissez et que vous avez, puisque vous avez, vous, décidé de sanctionner, c'est parce que vous avez écouté une autre personne ou vu les choses telles qu'elles se sont passées, constatées, vues, enfin n'importe, hein. Et vous êtes, à mon avis, en capacité de déterminer si ce qui est dit correspond à la réalité ou pas. Mais de toute façon, je dirais que ce n'est pas l'essentiel, parce que dans un entretien, que doit-on faire? L'entretien, il est prévu pour présenter des griefs retenus. C'est-à-dire, voilà, tel jour à telle heure, il s'est passé telle chose, ou je vous avais dit de faire telle chose, ça n'a pas été fait dans les temps, vous avez mal fait. Cela veut dire que vous avez à présenter clairement les faits, les préjudices, évidemment. T'as pas fait telle chose, voilà ce qui est arrivé, et du coup, on est dans la panade, on a perdu tel client, j'en sais rien, ou n'importe autre chose. On a jeté des victuailles, on a n'importe, enfin, les préjudices liés à cette faute. Et vous avez évidemment donné toutes les dates possibles et inimaginables. Et même si vous êtes dans le luxe, vous avez pu dire qu'il y avait des gens présents et les nommer. Soyez précis, soyez synthétique, limitez-vous aux faits, mais tous les faits. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si vous ne donnez pas tous les faits et tous les griefs pendant l'entretien, vous ne pourrez pas y faire référence dans la notification. C'est-à-dire, pour pouvoir notifier des griefs, il faut que la personne les ait entendus et ait pu se défendre. Donc, pour se défendre sur des griefs, il faut les avoir entendus pendant l'entretien. Donc, soyez extrêmement vigilants. J'ai un entretien et je récapitule bien tous mes griefs, tous ceux que je veux aborder pendant l'entretien. Évidemment, tous ces faits sont évidemment prouvables, datables, hein, comme on l'a dit dès le début. La suite se résume pendant cet entretien, la suite se résume en l'écoute des explications du salarié. Votre rôle s'arrête ici. Vous êtes là pour écouter le salarié. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions, pas là pour avoir des jugements de valeur ou autre, pas de sous-entendu. Vous faites que de l'écoute et de la reformulation. Surtout, vous n'êtes pas en entretien pour vous justifier ou justifier votre hiérarchie. C'est vous êtes ici pour écouter et prendre des notes. C'est pas vous qui êtes en accusation. Donc, ah ouais, mais machin, il m'a toujours dit de faire ça. Non, mais attends, le problème, il n'est pas là. Tu as fait ça. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Vous n'avez pas à vous justifier et surtout ne rentrez pas dans les explications et dans du combat d'explications. Ça sert à rien.
Vous êtes là pour recevoir les explications du salarié. C'est extrêmement important, ça, à partir du moment où il y a un accompagnateur. Parce l'accompagnateur peut intervenir, mais il est surtout là pour attester de ce qui est dit ou pas dit. Généralement, les accompagnateurs, surtout les conseillers du salarié, font un compte-rendu, font eux-mêmes dès la fin de l'entretien un compte-rendu écrit qui vous envoie, qui fait parvenir, ou qu'il garde de son côté, qui pourra être utilisé plus tard. Vous savez, plus tard, devant un juge, vous verrez apparaître ça dans un dossier prud'homal. Donc c'est extrêmement important de limiter votre action à je présente mes griefs et j'écoute. J'écoute les explications. Enfin, et en aucune manière, mais alors vraiment aucune manière, vous ne devez donner votre décision pendant l'entretien. Même si même si quelqu'un demande insidieusement, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, patron? Vous n'allez quand même pas me licencier, vous n'allez pas m'avertir, vous n'allez pas me mettre à pied, c'était pas grand-chose. Vous n'avez pas à donner votre décision. La décision, elle doit arriver 48 heures après l'entretien. C'est simple, hein, c'est l'adage, hein, c'est la nuit porte conseil. J'ai une décision, je prends pas, j'ai une décision à prendre, je la prends pas à chaud. J'ai reçu une explication, l'autre explication, je peux avoir besoin de compléments, d'explications de la part de ma hiérarchie, j'ai besoin de vérifier des choses. Donc je ne donne pas et je ne donne surtout pas de décision pendant l'entretien. C'est totalement interdit et ça pourrait mettre en vrac l'ensemble de votre procédure. Une fois que j'ai fait mon entretien, toute la vie est belle, je dois la notifier maintenant. Donc j'ai laissé passer mes 48 heures, c'est-à-dire le lendemain de l'entretien, et je dois notifier donc ma sanction. J'ai 1 mois pour la notifier, il faut que je me dépêche, mais il faut que je fasse ça proprement. Je dois évidemment la notifier par écrit. Et celui qui notifie la sanction est celui qui a fait l'entretien. C'est-à-dire, c'est pas monsieur ou madame X qui fait l'entretien et monsieur ou madame Y qui signe la notification. Évidemment, il n'a pas été présent pendant l'entretien, donc il ne peut pas savoir ce qui a été dit, il ne peut pas savoir il peut pas juger de ce qui s'est passé. Donc c'est monsieur ou madame X qui a participé à l'entretien, qui a fait l'entretien, qui notifie la sanction. Donc le courrier, évidemment, reprend l'ensemble de la procédure. Je vous ai convoqué telle date pour un entretien à telle date auquel vous vous êtes présenté ou vous n'êtes pas présenté. Vous dites vous étiez accompagné ou vous n'étiez pas accompagné. D'ailleurs, c'est important de le dire et de l'écrire. Vous reprenez évidemment tous les faits très précisément et évidemment datés. Plus vous serez précis dans votre notification, plus la contestation sera compliquée et hasardeuse. Soyez extrêmement précis et n'allez pas dans des endroits où vous n'avez pas exploré avec le salarié. Je pense que vous avez passé assez de temps dans l'entretien et vous avez préparé assez longtemps avant l'entretien pour avoir tout abordé et pouvoir décrire tout ce qui s'est passé et tout ce que vous avez retenu comme grief. Enfin, vous donnez votre décision, c'est-à-dire la sanction infligée, retenue. Pour le licenciement, vous devez évidemment indiquer les conséquences du licenciement. Il y a un préavis, il n'y a pas de préavis, donc c'est un licenciement pour faute réelle et sérieuse ou un licenciement pour faute grave. Il y a une indemnité de licenciement où il n'y en a pas. Vous donnez la fin de contrat, la remise du STC, du solde de tout compte et
Et des fois, on échange la remise des clés du véhicule et des documents qui vont avec. Vous présentez évidemment pour le licenciement la possibilité de demander des explications et vous mettez les délais de cette demande, c'est-à-dire vous avez 15 jours pour réclamer des explications concernant les griefs qui ont été retenus contre vous, et nous aurons 15 jours pour vous répondre. Vous devez le faire en recommandé, etc., etc. Gardez en tête, quand vous écrivez votre notification, surtout gardez en tête que vous écrivez autant aux salariés qu'à un juge potentiel. Si vous avez toujours ça en tête, normalement, vous devrez réussir vos notifications parce que c'est important. Vous allez écrire au salarié, évidemment, il doit le savoir, mais sauf qu'il sait ce qu'il a fait et il s'attend bien à la sanction. Bon, il veut juste savoir la hauteur de la sanction. Par contre, le juge, lui, il sait pas. Il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas du tout comment ça s'est passé. Donc, il a besoin de ces éléments-là parce que lui, il aura que votre écrit pour prendre sa décision par rapport à votre décision. Donc, soyez extrêmement précis. Ensuite, vous l'envoyez cette notification en courrier AR recommandé, tout ça pour justifier les délais, ou remis en main propre si ce n'est pas un licenciement. Là aussi, votre obligation, elle se limite à l'envoi de la notification. Sa réception, ça ne vous concerne absolument pas. Il ne veut pas aller chercher sa lettre, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous avez le double, vous le mettez, vous le rangez soigneusement dans le dossier du salarié. Quelles sont les suites à cette fameuse sanction? Alors, l'avertissement, il rentre dans le dossier du personnel, comme toutes les autres sanctions. Il faut savoir que, par contre, comme toutes les autres sanctions, la sanction n'a une durée de vie que de 3 ans. Et là, il faut être extrêmement clair. Ça veut dire qu'au-delà de ce délai, le document doit être extrait du dossier du salarié. Il doit être détruit et vous ne devez plus en faire mention. Vous ne devez plus faire mention de cette sanction et elle ne peut plus apparaître dans les autres sanctions après ces 3 ans. C'est-à-dire, vous pouvez pas. En 2017, vous avez sanctionné une personne, mise à pied d'un avertissement. En 2021, vous n'avez pas le droit d'y faire référence. Alors, quand je vous dis qu'il faut l'extraire des dossiers, c'est pas juste comme ça que je vous dis ça, c'est il faut réellement le faire physiquement. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas le garder dans un coin, ça serait dommage de perdre de la prose, mais vous devez le retirer parce que vous savez qu'un contrôleur du travail ou un inspecteur du travail peut, dans sa visite d'entreprise, demander à voir les dossiers du personnel. Et s'il tombe sur une sanction qui date de plus de 3 ans, eh ben, vous pouvez être sous le coup d'un procès verbal. Pour la mise à pied, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, elle doit comporter qu'une seule période. Pas de partage du nombre de jours. Il est bon de savoir que la mise à pied punit autant que le salarié, parce qu'évidemment, ça va lui faire une baisse de rémunération, la publicité de la sanction, hein, parce que ça se remarque dans un atelier, dans un bureau ou n'importe qu'une personne est absente. Et généralement, quand on est absent après une convocation chez le patron, c'est pas que on a les félicitations du jury, mais ça sanctionne aussi l'entreprise parce que c'est une nouvelle absence à gérer, c'est une nouvelle absence du salarié, c'est des problèmes de planning qui viennent se mettre derrière cette sanction. Dans certains métiers, c'est extrêmement compliqué. Je vois que je gère actuellement quelques magasins. On évite quand même la mise à pied parce que ça veut dire que pendant qu'elle est absente, il va falloir que vous cassiez tout votre planning pour pouvoir remettre quelqu'un d'autre à la place. Surtout si c'est une caissière, vous ne pouvez pas avoir un trou, un magasin sans caisse. Tout ça parce qu'elle a fait une heure de caisse 3 jours avant ou autre chose.
Pour la rétrogradation et la mutation, là, il y a un particularisme, c'est que à la notification s'accompagne un avenant, puisque vous allez modifier le contrat de travail. Vous allez le modifier, puisque avant il était chef de bureau, il est devenu sous-chef de bureau, sauf que vous aviez fait un contrat de travail dans lequel il était chef de bureau. Et votre sanction amène à faire un avenant au contrat de travail qui dit à partir de telle date, vous êtes sous-chef de bureau. Donc, qui dit avenant, dit signature des deux parties. Et là, on a vu apparaître il y a 15 jours, 3 semaines, un arrêt de la Cour de cassation qui disait c'est pas parce que la personne a accepté la sanction qu'elle peut être sanctionnée si elle n'a pas signé son avenant au contrat de travail. Le gars avait dit oh bon ok oui je suis sanctionné. Par contre on lui avait jamais présenté, il n'avait jamais signé l'avenant, donc il réclamait son dû, c'est-à-dire les salaires qui étaient qui ont été enlevés à partir de ce moment-là. Et il a gagné. Ainsi aussi, donc le salarié peut refuser cette rétrogradation, cette mutation. Donc à ce moment-là, ça conduit à reprendre l'ensemble de la sanction pour le sanctionner, l'ensemble de la procédure de sanction pour le sanctionner différemment. Et là, c'est tout récent. On a eu un arrêt de la Cour de cassation tout à fait dernièrement qui dit que tous les délais, les 2 mois, les 1 mois et autres, sont remis à zéro à partir du refus de signer l'avenant au contrat de travail. Bon, alors le licenciement, lui, c'est simple, hein, il provoque la fin du contrat à une date qui est en fonction du type de licenciement, hein, s'il y a préavis ou s'il n'y a pas de préavis à faire ou à ne pas faire. Donc, il faut savoir que toutes ces sanctions sont évidemment contestables. Contestables soit par écrit, ce qu'on pourrait apparenter à un recours hiérarchique, hein, ou judiciairement. Une contestation écrite ne doit jamais rester sans réponse. Ça, c'est la sanction, le conseil absolu. C'est vous avez sanctionné, votre salarié vous a écrit pour dire ah c'est pas normal et tout et tout. De toute façon il s'est passé ça et ça et ça. Vous ne laissez pas cette lettre comme une lettre morte. Vous devez répondre obligatoirement à cette réponse parce que là aussi c'est le dernier qui écrit qui a raison. C'est aussi stupide que ça. C'est le dernier qui écrit qui a raison, parce que si vous ne contestez pas la contestation du salarié, c'est que vous êtes d'accord sur sa contestation. Donc, vous devez écrire, quitte même à rajouter un paragraphe en fin de votre réponse en disant OK, on va arrêter les échanges et moi, ça sera pour ma part, ça sera le dernier échange que nous aurons. Mais vous devez absolument répondre à toutes les contestations écrites que vous pouvez recevoir. De toute façon, bon, il faut répondre au courrier, ça. Mais là, sur une courrier de sanction, c'est vraiment extrêmement important. Parce que si vous répondez pas, c'est que vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'était pas sanctionnable, qu'il vous a donné tout ce qu'il fallait pour bien répondre, pour ne pas sanctionner. En gros, quels sont les pièges, pour résumer, quels sont les pièges à éviter? Le tout premier est de sanctionner un fait répréhensible que vous avez longtemps accepté. Je m'explique. Le gars arrive, ou la dame, pardon, arrive 5 minutes en retard tous les jours. Tous les jours, il arrive en retard, tous les jours. Et ça fait depuis 1 mois qu'il arrive en retard tous les jours. Ah, j'ai un feu, j'ai le train, j'ai le bus, j'ai le machin, j'ai ma fille à la crèche, etc., etc., etc. Tous les jours, vous l'avez accepté, puis à un moment, vous en avez eu ras-le-bol. Ah, ça peut plus durer comme ça, je sanctionne. Non. Ce revirement est immédiatement traduit par un changement de règle du jeu. C'est-à-dire, les règles ont été modifiées par le salarié. Je suis d'accord, elles ont été modifiées. Mais dans la modification, vous l'avez accepté. Vous l'avez accepté pendant un temps important.
Si vous revenez sur cette règle, sur cette nouvelle règle, vous devez y revenir officiellement. C'est-à-dire, vous devez avertir et prévenir vos salariés que les horaires sont les horaires telle heure à telle heure. Et que si on arrive après, on est en faute. Vous ne pouvez pas subitement sanctionner quelque chose que vous avez accepté longtemps parce que vous en avez, parce que le verre a débordé. Ça arrive souvent, ça arrive très souvent. En tant que DRH, je l'ai entendu très souvent, celui-là, j'en ai ras-le-bol. Ça fait X temps qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Maintenant, il faut sanctionner. Non, maintenant, on ne sanctionne pas. Maintenant, on prévient que la personne doit faire cette chose. Et après, si elle ne le fait pas, on sanctionne. Mais on ne commence pas par taper. On prévient un petit peu avant de taper. Autre piège à éviter, il n'y a aucune urgence dans la sanction. Prenez le temps nécessaire et respectez les délais. Quitte à perdre quelques jours. Vous n'êtes pas pressé, ça sera toujours moins cher qu'un procès perdu. Respectez vos délais, prenez votre temps, dépassez légèrement chaque délai, c'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. C'est beaucoup moins grave que d'avoir n'a pas suivi la sanction, un mois de salaire automatique. Votre notification, comme on l'a dit, doit être le reflet de votre entretien. Ne chargez pas le salarié de faits que vous n'avez pas abordés avec lui pendant l'entretien, parce qu'il n'a pas pu se défendre. Donc ça veut dire qu'un entretien de sanction nécessite une préparation rigoureuse. C'est pas juste un mauvais moment à passer, parce que faut être clair, c'est pas les moments les plus appréciés dans une carrière de faire des entretiens de sanction. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans votre état normal quand vous faites ça. Vous avez de la pression, vous avez une certaine nervosité. Préparez vos entretiens, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier. L'entretien n'est pas un lieu pour vous justifier. Ne vous justifiez pas. C'est vous qui posez les questions. C'est vous qui demandez les explications. Ça s'arrête là. Vraiment, soyez extrêmement strict là-dessus. Autre règle à bien respecter, ne vous prononcez pas en dehors des délais. Ne vous prononcez pas pendant l'entretien, soyez extrêmement vigilant. Autre chose, vous ne pouvez pas sanctionner 2 fois la même faute. C'est pas s'il y a une deuxième fois la même faute qui se passe, c'est pas la faute que vous sanctionnez, c'est la récidive de la faute que vous sanctionnez. Soyez précis dans vos termes. C'est-à-dire, vous êtes arrivé en retard, le temps, on vous a sélectionné, on vous a sanctionné par un avertissement, vous êtes en retard le temps, on vous sanctionne, pardon, on vous sélectionne, non, on vous sélectionne pas. Ça bientôt l'anti-sélection d'ailleurs. On vous sanctionne pour pour le fait que une nouvelle fois, vous êtes arrivé en retard. Donc c'est bien la récidive que vous sanctionnez. Point de vigilance, sanctionnez de manière disproportionnée. La sanction doit être proportionnelle à la faute. On licencie pas une personne pour un retard de 5 minutes. Vraiment, il faut que vous ayez que votre sanction que vous allez donner ne soit pas totalement déconnectée de la réalité. D'autant plus, et là on l'a vu sur les dernières jurisprudences, prenez en compte l'environnement. Le gars, c'était sur une affaire où une personne pendant 30 ans d'ancienneté, jamais le quart d'un premier problème, et là, je ne sais plus ce qui s'était passé. Bon, il s'est passé une chose, il a été licencié immédiatement. La Cour de cassation a dit non, vous sanctionnez de manière disproportionnée puisque vous ne prenez pas en compte le passé et l'environnement. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais sauf que j'ai pas le droit de parler des sanctions de plus de 3 ans. C'est vrai.
C'est vrai. C'est toute la limite de l'affaire. Reste que pendant 3 ans, il n'a rien fait et subitement, il fait le quart d'une première chose et vous le licenciez. Et là, ça ne marche pas obligatoirement. Enfin, toute dernière chose, évidemment, pas de sanction pécuniaire. On ne sanctionne pas d'une amende. Mais là aussi, vous allez me dire, ouais, mais quand je fais une mise à pied, mais si c'est pas une sanction pécuniaire, c'est quoi? C'est pas une sanction pécuniaire puisque vous n'avez pas de production vous n'avez pas de production face aux jours que vous enlevez. La sanction pécuniaire, elle est, je travaille tout le mois et en plus on m'enlève 100 euros parce que je suis allé, j'ai convoqué ma personne à une visite médicale et il n'y est pas allé et du coup ça m'a coûté le prix de la visite médicale et lui il n'y est pas allé. C'est inadmissible, ça m'emmerde et je veux le sanctionner, je le sanctionne, je lui pompe 100 balles parce que ça m'a coûté 100 balles pour rien. Non, non, vous le mettez à pied à hauteur de 100 euros si vous voulez. Faites le calcul du siècle pour arriver à 100 euros, c'est 2 jours, un jour, mais vous le privez de production et vous le privez de salaire. C'est pas une sanction pécuniaire. Voilà rapidement ce que l'on peut voir sur la sanction que l'on a pu voir. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tour d'horizon rapide éveillera des interrogations de votre part. Et si c'est le cas, notre service est présent pour y répondre et on vous aidera dans vos démarches si vous avez besoin. Notre prochain webinaire aura lieu le 6 juillet. Et oui, c'est même pendant les vacances, à 9h30 et nous aborderons cette fois-ci la période d'essai et quelques spécificités, quelques petits pièges à pas commettre pendant la période d'essai. Voilà, je redonne la parole à Aurélien. Je propose de mettre fin à ce webinaire. On va remercier les participants du jour et on va leur donner rendez-vous le 6 juillet du coup pour le prochain webinaire. Merci France, passez tous une bonne Merci journée Aurélien. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.